La stratégie de la Russie en Ukraine est simple. Envoyer autant de soldats que possible au front, afin d'épuiser les défenses ukrainiennes. Mais cette stratégie ne peut fonctionner que si les soldats arrivent réellement au front. Ce n'est pas le cas. Quelque chose tue 90% des soldats russes avant qu'ils n'atteignent l'endroit où Poutine les veut. Ces soldats meurent avant même de tirer un seul coup de feu, car ils sont éliminés avant même que le combat ne commence. Yuri Kochinov révèle tout. Le correspondant de guerre russe et blogueur militaire a révélé que la grande majorité des soldats russes meurent avant même d'être en position d'attaquer l'Ukraine sur le front. Potinok déclare « Considérez ces chiffres. 80 à 90% des pertes de personnel russe surviennent déjà au stade de l'avancée vers la ligne de contact. Non pas sur la ligne de contact, mais en avançant pour y parvenir. En d'autres termes, poursuit Potinok, 8 ou 9 soldats sur 10, soit en moyenne 85%, sont tués en chemin sans jamais engager l'ennemi ni même le voir. En quelques mots seulement, Kochinok a révélé le cancer qui ronge toute l'armée russe. Plus de 1,31 million de soldats russes sont morts ou ont été blessés dans une guerre où beaucoup n'ont même pas vu leur ennemi. Les pantins de Poutine combattent des fantômes. On leur ordonne d'avancer vers des lieux inaccessibles, puis on les achève à l'arrière sans qu'ils aient tiré un seul coup de feu. L'entraînement n'a aucun intérêt. Pour jusqu'à 90% des soldats russes, la préparation ne compte pas. Ils n'existent que pour mourir face à un ennemi invisible, qui n'est pas toujours l'Ukraine, comme vous le découvrirez bientôt. Parfois, l'ennemi est bien plus proche de chez eux. Avant cela, les soldats russes affrontent déjà l'ennemi à distance. L'Ukraine a gravement entravé l'offensive de printemps de la Russie et plusieurs attaques ordonnées par Poutine, rendant presque impossible les assauts massifs utilisés auparavant par Moscou pour gagner du terrain. Ces assauts, mêlant blindés, artillerie et infanterie, ont causé de lourdes pertes à la Russie, mais ils permettaient d'avancer. Au moins, les forces russes combattaient un ennemi visible, mourant en pensant avoir aidé leur pays à avancer. Désormais, cela n'arrive plus. L'Institut pour l'étude de la guerre, ISW, a exposé dans un article de février 2025 comment la Russie a échoué à plusieurs reprises à briser l'Ukraine. Les pertes massives que la Russie a subies en matière d'équipement font que le pays ne peut plus soutenir le genre d'assaut que nous avons vu plus tôt dans la guerre. Même à cette époque, l'analyste de l'ISW Christina Harwood prédisait que la Russie ne pourrait pas poursuivre un effort de guerre soutenu contre l'Ukraine, à moins de se mobiliser pour obtenir plus d'effectifs. Cette mobilisation n'a pas eu lieu, mais devient probable, l'Ukraine appliquant une stratégie éliminant jusqu'à 90% des soldats russes avant d'atteindre le front. Et cette stratégie repose sur un fait clair. L'Ukraine s'adapte, tandis que la Russie envoie toujours plus de chair à canon contre des défenses qu'elle atteint de moins en moins. Le champ de bataille a évolué bien plus que la Russie ne l'avait anticipé. En 2022 et 2023, des assauts massifs avec de nombreux blindés étaient possibles. De nombreux blindés ont été détruits, mais la Russie, en supériorité numérique, avançait. En 2024, les blindés étaient remplacés par des véhicules plus agiles comme des motos. Et il était possible pour la Russie de progresser de cette manière. En 2025, les motos perdaient en efficacité. Mais la Russie continuait d'envoyer ses soldats s'infiltrer en petits groupes dans les zones boisées, servant de chair à canon. À ce stade, un soldat russe avait énormément de chances d'atteindre sa cible. En 2026, la grande majorité n'y parvient pas. Et la raison peut se résumer en 2 mots, qui définissent ce que l'Ukraine a créé et maîtrisé pendant 4 ans de guerre. Des zones de mort. À mesure que l'Ukraine a amélioré sa technologie de drone, les zones de mort qui s'étendaient déjà sur des kilomètres au-delà des lignes de front sont devenues encore plus profondes et plus efficaces. LRT a montré ces zones de mort dans un reportage du 17 mars, expliquant que ces zones font qu'il n'existe même plus de lignes de front clairement définies que les soldats russes puissent atteindre sur une grande partie de l'Ukraine. Selon LRT, les zones de mort correspondent à la portée des drones. Au début de la guerre, lorsque la Russie faisait ses meilleurs progrès, les drones FPV ne pouvaient parcourir qu'environ 5 à 7 km, soit 3,1 à 4,3 miles. Les zones de mort étaient toujours dangereuses, mais les soldats russes avaient moins de distance à franchir. Et avec presque aucune menace pesant sur l'arrière russe, les forces de Poutine pouvaient encore avancer. Puis quelque chose a changé. Les drones ukrainiens sont plus puissants et ont plus de portée. D'anciennes zones de mort sur quelques kilomètres sont aujourd'hui de vastes no man's land ukrainiens, créés par la présence constante de drones. La portée des drones FPV a été élargie.
rendant toute zone dans un rayon de 15 km, soit environ 9,3 miles, du front extrêmement dangereuse pour les soldats russes. Mais la situation empire encore pour les soldats russes. Fin 2025 et début 2026, l'Ukraine a également ajouté des drones de moyenne portée à son arsenal. Les systèmes de drones ukrainiens peuvent désormais frapper la Russie plus profondément à l'arrière de la Russie que jamais auparavant. Dans certaines zones, les drones ukrainiens sèment le chaos à plus de 144 km, soit environ 90 miles derrière la ligne de front. La Russie fait face à un double problème. Les personnes envoyées au front sont décimées par des drones FPV. À l'arrière, des soldats russes meurent dans des camps et des convois. L'Ukraine détruit aussi les centres de commandement et de contrôle, ainsi que la chaîne d'approvisionnement logistique russe grâce aux drones qu'elle a développés, capables de voler plus loin et de frapper plus fort qu'à n'importe quel autre moment de la guerre. Ajoutez à cela l'œil vigilant dans le ciel. La taille des zones de destruction ukrainiennes pourrait vous faire penser qu'il existe de nombreux angles morts que les soldats de Poutine pourraient exploiter. Ils sont pratiquement inévitables, mais les angles morts restent limités car l'Ukraine utilise des vagues de drones de reconnaissance surveillant en continu le sol. Ces drones volent si haut que les soldats russes ne les voient pas. Et lorsqu'il y a le moindre signe de mouvement, qu'il s'agisse d'un soldat ou d'un équipement, les images sont transmises aux opérateurs de drones ukrainiens derrière les lignes de front. Ils utilisent toutes les armes pour éliminer la menace, tandis que les drones surveillent toujours. L'Ukraine complique la situation pour la Russie, en lançant des contre-attaques inattendues. Nous avons évoqué les gains remarquables de l'Ukraine lors de sa contre-offensive de février contre la Russie. Selon le Kiev indépendant, l'Ukraine a libéré environ 480 km², soit à peu près 185 miles², principalement dans le sud du pays, en repoussant la ligne de front jusqu'à la Russie. Cependant, tout aussi impressionnantes et souvent sous-estimées sont les attaques lancées par l'Ukraine contre des forces russes retranchées, dans des positions jugées sûres par les troupes de Poutine. Prenez les soldats cachés dans la forêt de Serebriansky, à l'est de l'Ukraine, en décembre dernier. Ces soldats russes se trouvaient à environ 10 km au sud de la localité de Krymina et à plus de 8 km à l'est de la ligne de front. Ils n'avaient aucune raison de croire qu'ils faisaient face à une quelconque menace venant de l'Ukraine. Ils n'étaient même pas dans les zones de tir, du moins le pensaient-ils. Lors d'un raid impressionnant combinant infanterie, forces spéciales et un grand nombre de drones, l'Ukraine a complètement détruit la position russe qui se trouvait à des kilomètres de la ligne de front. Le nombre total de pertes de la Russie était estimé à 2000 soldats. La contre-attaque ukrainienne a montré que les forces russes ne sont jamais en sécurité. La principale cause des pertes est du fait que 90% des soldats russes meurent avant d'atteindre le front et l'Ukraine, mais d'autres facteurs interviennent aussi. L'ennemi le plus proche des forces de Poutine, c'est la Russie elle-même. L'armée et la stratégie du pays ont contribué à la situation difficile des soldats aujourd'hui. Avant de continuer, rappel, vous regardez The Military Show. Vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour appuyer sur le bouton. Parlons stratégie. La Russie a tenté de modifier ses assauts, passant des attaques mécanisées aux assauts à moto, puis à l'infanterie, comme nous l'avons vu plus tôt. Ces ajustements ne sont pas efficaces. Chacun de ces changements rend la Russie plus faible que le précédent, mais ce sont tout de même des ajustements. Tous ont en commun que Vladimir Poutine et ses commandants incompétents ordonnent aux soldats russes malchanceux d'avancer. Peu importe comment ils s'y prennent ou quel en est le coût, ces soldats doivent avancer. Considérés comme des ressources jetables, cela explique en grande partie, tout comme l'Ukraine, la mort de tant de soldats dans les zones mortelles. Actuellement, la Russie lance une offensive de printemps pour prendre Donetsk. Une fois de plus, elle ne fait qu'envoyer ses troupes dans les zones de mort croissantes en Ukraine. Les chiffres du premier mois de l'offensive de printemps sont éloquents. En mars, la Russie a subi un nombre record de 35 350 et une perte. Maintenant, réfléchissez à ce que cela signifie dans le contexte de la révélation de Kotinok. Parmi ces 35 351 morts et blessés jusqu'à 30 et 1 815 n'ont jamais vu les lignes de front, ils sont morts avant même d'y parvenir. Cela laisse à la Russie seulement 3 536 soldats morts en attaquant réellement l'Ukraine. C'est un suicide stratégique. Même si vous pensez que la stratégie de Poutine, consistant à exploiter l'avantage en effectif de la Russie pour mener une guerre d'attrition contre l'Ukraine, est judicieuse, elle ne fonctionne que si beaucoup de main-d'œuvre arrive au front. Ce n'est pas le cas, et l'incapacité de la Russie à élaborer une stratégie pour surmonter les zones de destruction ukrainiennes en est une raison majeure. L'incompétence stratégique de la Russie favorise le succès des zones de destruction ukrainiennes, et ses autres actions surprennent même ses propres soldats.
Quand ces soldats ne sont pas forcés aux marges de la mort vers un front qu'ils ne verront jamais, ils meurent autrement. Les suicides et les exécutions deviennent de plus en plus courants, bien derrière les lignes russes. Et les deux sapent la main-d'œuvre dont Poutine a besoin pour rendre efficaces les assauts constants qu'il ordonne. Les histoires de soldats russes qui se suicident deviennent de plus en plus courantes, et ces suicides sont parfois accompagnés par le fait que ces soldats emportent d'autres personnes dans la mort. En octobre 2025, le Moscow Times a rapporté qu'un militaire russe avait tiré sur un camarade avant de se tourner l'arme contre lui-même et d'appuyer sur la gâchette. Cela s'est passé dans la région de Moscou, et montre le désespoir causé par la brutalité de l'armée russe chez ceux forcés de se battre pour elle. Le district militaire de Moscou du ministère russe de la Défense a voulu présenter cela comme un accident. Il a déclaré qu'un militaire avait violé les règles de sécurité sur les armes, provoquant la fusillade. Cependant, d'autres sources signalent que jusqu'à 5 soldats russes ont été blessés lors de l'incident. Cela semble plus une tuerie qu'un accident, et le suicide qui a suivi aggrave la situation. Ces soldats, hors d'Ukraine, ont été retirés de l'effort de guerre de Poutine. D'autres meurent aux mains de leurs propres commandants. En février 2026, des soldats russes non attaquants ont affirmé à la BBC avoir vu des camarades tués par leurs commandants pour avoir refusé d'entrer dans des zones mortelles en Ukraine. L'un d'eux dit avoir vu une fosse contenant 20 soldats russes tués par leurs commandants pour avoir désobéi aux ordres. C'est assez de soldats pour former plusieurs petites unités d'infiltration, comme celles que la Russie utilise en Ukraine. Cela montre que Poutine est aussi brutal avec son armée qu'avec la chair à canon tuée par les drones ukrainiens, avant d'atteindre le front. Ajoutez maintenant les désertions à cette équation. United 24, Mehdi a rapporté en septembre que jusqu'à 70 000 soldats russes devraient avoir déserté leurs unités d'ici la fin de 2025. Ce sont des soldats qui se sont sauvés d'une mort brutale, à condition qu'ils ne se fassent pas attraper. Plus important pour la Russie, ces soldats ne peuvent participer aux assauts sur le front. Si l'Ukraine élimine 90% des soldats russes avant même qu'ils n'atteignent le front, ces déserteurs se retirent eux-mêmes du combat avant que l'Ukraine ou la Russie n'en aient l'occasion. Et pour ceux qui restent et s'engagent tristement dans les zones de mort ukrainiennes, même eux ne sont pas traités avec le moindre respect par l'armée russe. Sofrep indique que le groupe ukrainien Artesh affirme que de nombreux soldats russes reçoivent des fusils soviétiques. Ces soldats reçoivent des AKM et des AK-74 qui datent des années 60 et 70. Poli a affirmé que ces fusils, inadaptés à la guerre moderne, s'enrayent et font des ratés, diminuant ainsi l'efficacité des unités russes au combat. Imaginez. Vous faites partie des 10% chanceux qui parviennent réellement à traverser les zones de mort pour atteindre le front. Vous levez votre fusil, appuyez sur la détente, paniquez lorsque le fusil s'enraye, puis vous mourrez quand même. Et vous avez quand même fait mieux que 90% de vos camarades. La majorité des soldats russes meurent dans les zones de mort ukrainiennes ou à cause de l'incompétence et de la brutalité russe, avant d'atteindre le front. Voici ce que cela signifie pour la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Petit indice, ce n'est pas bon. En mars, la Russie a battu son record de 2026 pour le plus grand nombre de soldats perdus en un mois de combat. Ces pertes auraient peut-être eu un sens, du moins dans l'esprit insensible de Poutine, si elles avaient permis d'obtenir quelques gains. Ce n'est pas le cas. Selon l'Independent, la Russie n'a enregistré aucun gain sur la ligne de front en mars, une première en 2 ans et demi. L'Ukraine a gagné du terrain, 9 km², soit 3,47 miles², ce qui vaut mieux que rien. De plus, elle n'a pas perdu 35 000 soldats pour ses avancées. Quand la plupart de vos soldats meurent avant d'atteindre le front, celui-ci ne bouge pas. Cela doit être humiliant pour la Russie, car 2025 n'a pas été une année marquante pour ses progrès en Ukraine. Le National Interest affirme que la Russie a subi environ 415 000 pertes en 2025. Ankur Narayan, conseiller pour les affaires politico-militaires à la délégation britannique de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, avance un chiffre un peu plus élevé. Narayan affirme que le nombre de pertes russes en 2025 s'élève à 420 000 et ajoute que la Russie a subi ces pertes simplement pour mettre la main sur à peine 0,8% de l'Ukraine. Ces gains ont été réalisés avant que les zones de destruction ukrainiennes ne deviennent si efficaces qu'elles ont anéanti 90% des troupes russes avant qu'elles n'atteignent le front. Et ils étaient quand même pathétiques. La Russie a perdu toute une armée en 2025. En réalité, plusieurs, selon le pays que l'on prend comme référence. Le Royaume-Uni lui-même ne compte que 140 et 1330 militaires actifs, soit environ un tiers de ce que la Russie a perdu pour prendre moins de 1% de l'Ukraine en 2025. La Russie s'en sort encore plus mal que l'an dernier. Des voix influentes en Russie commencent à se révolter.
Kotinok, qui a révélé ce chiffre de 90% n'est qu'un exemple parmi d'autres. Des blogueurs militaires de tout le pays s'en prennent au commandement russe et parfois à Vladimir Poutine. Alexei Sikonkian affirme que les commandants russes utilisent désormais les nouvelles recrues de manière archaïque, en les considérant comme une ressource renouvelable, rapporte la Nouvelle Voix d'Ukraine. Alexandre Korikovski, blogueur militaire, affirme que même avec l'équipement nécessaire, la Russie ne pourrait pas relancer de grandes offensives, car ses pertes seraient 8 fois plus élevées sans effet sur le front. Les propos de Sikonkin montrent combien Poutine n'a pas pris en compte la transformation du champ de bataille opéré par l'Ukraine. Les pertes russes sont si élevées qu'elles ne peuvent plus être compensées par le recrutement de volontaires. En mars, pour le 4e mois d'affilée, les pertes russes ont dépassé les recrutements, selon TVP World. Les soldats russes ne sont pas une ressource renouvelable. Ils commencent à devenir des biens plus précieux, uniquement parce qu'ils acceptent de s'engager, et pourtant la plupart n'atteindront même jamais le front avant de mourir. Laissons le dernier mot à Kochinov. Selon cet analyste militaire russe, le front se limite désormais à des mouvements tactiques, avec des avancées ou reculs de seulement un peu plus de 100 mètres par jour. Puis il lâche une deuxième bombe. À ce rythme, la guerre durerait 100 ans, et ce n'est pas une exagération. Poutine ne peut attendre un siècle pour gagner en Ukraine. Mais si 90% de ses soldats meurent avant de tirer, il n'a plus grand espoir. L'offensive du printemps montre à quel point la situation est mauvaise pour la Russie en Ukraine. Nous avons déjà mentionné combien cette offensive se déroule mal. Les détails sont pires encore. Il se passe quelque chose d'étrange dans la région de Donetsk. Des soldats russes sont envoyés au combat dans ce qui est censé être une glorieuse campagne de printemps, apportant la victoire à la mère Russie. Mais quelque chose cloche. Les soldats meurent en masse alors que quelque chose déchire les rangs russes comme jamais dans l'histoire. Donetsk est devenu une zone de mort. Les pertes russes sont telles qu'elles marqueront un siècle, car les soutiens de Poutine ont trop peur pour combattre. Vous l'ignoreriez complètement si vous vous en teniez au récit de Poutine. Selon le dirigeant russe, l'Ukraine est au bord de l'effondrement. Donetsk, puis le Donbass, tomberont sous l'offensive de printemps lancée par la Russie en mars. La machine de guerre brutale de la Russie va balayer l'Ukraine, et d'ici la fin de 2026, Poutine aura exactement ce qu'il veut. C'est inévitable, c'est imparable, c'est absolument n'importe quoi. La Russie se dit prête à négocier sur la base de la fausse position de force que Poutine revendique, mais en réalité, ses troupes mal entraînées meurent en masse en Ukraine. Ceci est particulièrement évident à Donetsk. La région que la Russie convoite le plus tient encore, avec environ un quart restant à conquérir. L'offensive censée balayer Donetsk devient en réalité un véritable bourreau pour les soldats russes, à une échelle que nous n'avons jamais vue auparavant. De quelle ampleur parle-t-on ? Selon le chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien, Pavlo Palissa, la Russie subit désormais des pertes de 316 soldats, pour chaque kilomètre carré soit 0,386 miles carrés de Donetsk conquis. À l'écoute de ce chiffre, on doit se demander comment l'armée russe échoue autant à Donetsk. Cependant, la situation devient bien pire pour Poutine lorsque l'on compare les chiffres actuels avec ceux que nous avons observés par le passé. Il y a un an, la Russie perdait déjà beaucoup trop de soldats dans sa tentative de prendre Donetsk. Mais à l'époque, le chiffre était de 160 pertes par kilomètre carré à Donetsk et de 120 en moyenne dans toute l'Ukraine. Ce que nous voyons ici, c'est que la Russie perd environ 2 fois plus de soldats qu'au premier trimestre 2025 à Donetsk. Et il ne s'agit pas seulement de pertes. La forte augmentation des pertes s'accompagne d'une tendance des tués au combat, ou KIA, qui annonce un désastre pour les forces russes. Nous en reparlerons plus tard, alors restez avec nous. Voyons d'abord ce que signifie ce taux élevé de mortalité, associé à une progression lente pour la Russie. Les forces de Poutine continuent peut-être de progresser lentement dans le Donetsk, mais ces avancées ne sont pas tactiques. En somme, la Russie n'a rien obtenu de notable dans le Donetsk ces 6 derniers mois, sacrifiant de nombreux soldats à l'arrogance de Poutine. Les pertes totales pour le premier trimestre de 2026 s'élèvent à plus de 90 000 soldats russes, dont plus de 35 000 ont trouvé la mort dans la terrible région de Donetsk. Cela suscite une peur immense chez tous les pantins de Poutine envoyés à l'assaut dans cette oblast. Mars a été particulièrement terrible pour la Russie. The Guardian indique que mars a été le premier mois où la Russie n'a quasiment enregistré aucun gain territorial sur l'ensemble de la ligne de front. Au cours de ce mois, la Russie n'a saisi que 23 km², soit environ 8,9 miles² de l'Ukraine. Même janvier et février, mois déjà terribles pour la Russie en pertes militaires, étaient préférables à cela.
La Russie a gagné plus de 4 fois cette superficie en février, et presque 14 fois plus en janvier. Mais en mars, le mois où l'offensive de printemps a été lancée, la Russie s'est enlisée dans une impasse, alors que l'Ukraine décime les forces de Poutine comme jamais auparavant. Pourtant, Poutine exige toujours le Donbass. Le 31 mars, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a révélé que la Russie avait imposé un ultimatum à l'Ukraine. Quittez le Donbass sous 2 mois, sinon la Russie s'en emparera par la force. Mais comment cette menace peut-elle être prise au sérieux maintenant que nous voyons les chiffres qui sortent de la région ? Poutine mise sur les négociations de paix, prétendant détenir tous les atouts, alors que la Russie s'épuise avec des pertes records pour de faibles gains à Donetsk. Prends le Donbass par la force, Poutine. Plus le conflit dure, plus de soldats russes meurent. Les chiffres sont éloquents. En ce moment, la Russie a encore environ 7000 km² de Donetsk à capturer. Ce territoire comprend la ceinture de villes fortifiées, dont tu comprendras bientôt qu'elles sont la clé des pertes que la Russie subit actuellement. Si la Russie maintient le même taux de 316 pertes par kilomètre carré qu'elle connaît actuellement, tout ce qui attend les forces de Poutine, c'est la mort à une échelle encore jamais vue dans cette guerre. La Russie devrait sacrifier 2 212 000 de ses soldats rien que pour prendre Donetsk, et il resterait encore le reste de l'Ukraine à conquérir ensuite. Selon le ministère des Finances ukrainien, la Russie aurait perdu plus de 1,3 million de soldats en un peu plus de 4 ans de combat contre l'Ukraine. Le taux de perte à Donetsk est si élevé que la Russie risque presque de doubler son total de pertes, et cela pour une zone relativement petite de l'Ukraine. Et pourtant, la Russie essaie toujours de négocier comme si elle était en train de gagner à Donetsk. Mais comme le souligne Palissa, toute personne qui prête attention aux tactiques de négociation de la Russie saura que ce que nous voyons ici correspond parfaitement à la méthode de Poutine. Après avoir échoué à prendre Donetsk, la Russie se réfugie désormais derrière de fausses affirmations de supériorité. La Russie recourt toujours à des tactiques de négociation, comme imposer des délais, quand la situation au front lui est défavorable. Vous pouvez donc juger vous-même du succès qu'ils rencontrent à Donetsk et à quel prix. Leur avancée est faible, les succès tactiques sont symboliques, et aucun succès opérationnel n'est enregistré. Ils sont donc en fait détachés de la réalité, déclare Palissa. Des conclusions peuvent être tirées. Aucune n'est favorable à la Russie ou à la viabilité de la soi-disant opération militaire spéciale de Poutine. La Russie peine à clarifier sa version à Louhansk, l'une des 2 régions majeures, avec Donetsk, nécessaire pour revendiquer le Donbass. Fin mars, la Russie a pour la 3e fois déclaré contrôler toute la région de Louhansk. On dirait que le Kremlin croit que répéter ces affirmations les rend plus crédibles. La situation à Louhansk reste préoccupante. La Russie contrôle 99,84% de l'oblast. Cependant, les localités de Novoye-Harrievka et Nadia tiennent toujours, selon l'Ukraine. Et cela signifie que la Russie ne peut même pas prétendre avoir pris une portion de territoire qu'elle aurait vraiment dû occuper il y a des années. Encore une fois, c'est du désespoir. De fausses affirmations soutiennent un récit de domination, vite réfuté par le lourd bilan des pertes russes, face aux faibles gains dans le Donbass. Ces problèmes sont assez graves pour retenir l'attention du Kremlin. Derrière tout cela se cache un problème plus grave qui aggrave la situation de la Russie à Donetsk. Ce problème change tout à lui seul. Et d'ailleurs, si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir davantage, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Nous analysons cela ainsi chaque jour. Quel est donc le problème derrière les difficultés de la Russie à Donetsk ? Fin de la partie militaire. L'analyste André Perpetua a tout révélé dans une publication du 8 avril. Il souligne que la Russie doit s'inquiéter à Donetsk non seulement du taux de pertes massif, mais aussi des gains territoriaux quasi inexistants. En ce moment, le nombre de soldats russes tués au combat est plus élevé que jamais. Après avoir analysé environ 300 vidéos par jour provenant de plus de 2000 sources sur les réseaux sociaux, Perpetua a constaté qu'en mars 2026, la Russie a subi le 4e plus fort taux quotidien de soldats tués au combat observé jusqu'à présent dans la guerre en Ukraine. On t'a un lien. Attendez, nous venons de dire que le taux n'a jamais été aussi élevé. Et cela s'étend sur une période de 4 mois. Les 3 mois qui précèdent mars 2026 sont décembre 2025, janvier 2026 et février 2026. 4 mois consécutifs de taux KIA plus élevés qu'ils ne devraient l'être. En mars, le nombre de soldats russes tués au combat a fortement augmenté par rapport à l'année précédente. En mars 2025, 4113 soldats russes ont été tués au combat. En mars 2026, ce chiffre est passé à 5771, soit une augmentation de 40%, qui a effacé le déclin saisonnier traditionnel que l'on observe habituellement dans les chiffres des soldats tués au combat au printemps, dans la guerre en Ukraine.
Le général Hiver et l'Ukraine ont durement éprouvé la Russie de décembre à février. Mais alors que le général Hiver se retire du champ de bataille, l'Ukraine prend le relais et tue plus de soldats russes qu'elle ne l'a fait lors de n'importe quel printemps, jusqu'à présent. Le désespoir russe devient évident. Sans Staline, les forces de Poutine sont désorientées. Poutine a ensuite empiré la situation en retirant télégrammes aux soldats russes. Ajoutez à cela la corruption dans l'armée russe, où les commandants demandent des pots de vin aux soldats pour les tenir loin du front, et des instructions pour se suicider sont données aux troupes mal entraînées, qui seraient sinon capturées. Vous obtenez ainsi une image de la réalité à Donetsk. Et cela empire encore. Pour rester dans le thème des 4 mois, TVP World rapporte que mars a également été le 4e mois consécutif où le recrutement de volontaires en Russie a été dépassé par le nombre de pertes subies. Après que ce plafond particulier a été franchi par l'Ukraine en décembre 2025, la période de janvier à mars, 2026 a vu la Russie perdre 85 000 soldats, alors qu'elle n'en a recruté que 80 456. Considérez ces chiffres face au taux de perte russe. Le problème s'aggrave. Les soldats russes meurent au front comme jamais auparavant. Ce sont des soldats qui n'iront jamais à l'hôpital, ne guériront, ni ne retourneront au front. Ils ont été éliminés, alors que la Russie peine à recruter suffisamment de soldats pour soutenir l'offensive de printemps à Donetsk. Cela signifie que la Russie est de plus en plus incapable de renvoyer en Ukraine les soldats déjà recrutés après s'être remis de leurs blessures. Ce n'est pas possible. Trop de soldats meurent, plutôt que d'être blessés. Encore une fois, tout cela n'aboutit qu'à des gains territoriaux si minimes qu'ils semblent inexistants. 316 pertes pour chaque kilomètre carré conquis, c'est déjà un chiffre terrible en soi. Quand ce territoire occupé n'apporte aucun avantage à la Russie, et que plus de ses soldats meurent au combat que jamais, la crise devient une catastrophe. Avec tout cela, nous revenons à Donetsk, l'épicentre de tout ce que Vladimir Poutine veut accomplir, à la fois lors de l'offensive du printemps et en Ukraine en général, est aussi la raison pour laquelle la Russie subit actuellement des pertes aussi énormes. Quelque chose décime les soldats russes comme jamais auparavant à Donetsk, et cette chose peut se résumer en 2 mots. Ceinture fortifiée. Vladimir Poutine omet souvent de préciser, en annonçant l'avancée russe sur Donetsk, que ses forces affrontent des fortifications inédites, jamais vues en plus de 4 ans de combat dans la région. Cette ceinture compte 4 grandes villes, chacune fortement fortifiée, notamment grâce au temps gagné par l'Ukraine, grâce à l'avancée lente de la Russie dans Donetsk. Sloviansk, Druzhkivka, Kramatorsk et Konstantinivka sont situés sur la route de la Russie et forment un arc protecteur, empêchant la Russie d'atteindre la ligne administrative de Donetsk, condition pour que Vladimir Poutine revendique la victoire dans la région. Parmi les 4, la Russie n'a réussi qu'à s'approcher de Konstantinivka, et elle n'est pas encore entrée dans cette ville. Les 3 autres villes de la ceinture fortifiée sont à portée des drones et de l'artillerie russe, mais les forces de Vladimir Poutine restent trop éloignées pour lancer des assauts efficaces. À Konstantinivka, les groupes russes d'infiltration sont décimés par les défenses ukrainiennes. United 24, médias soulignent que les premières attaques russes du printemps montrent la difficulté pour la Russie de prendre ces 4 villes, Vladimir Poutine ayant déjà perdu plus de 5000 soldats et d'énormes quantités de blindés et d'équipements en quelques jours. Cette tendance ne s'est pas atténuée. L'armée russe se jette contre la ceinture de forteresse et elle essaie repoussée à chaque fois. Maintenant, réfléchissez à cela. Tout au long de sa guerre avec la Russie, l'Ukraine a démontré une immense capacité à conserver ses localités les plus stratégiques pendant de longues périodes. Dans la région de Donetsk, la petite localité de Chassiv Yar tient toujours après plus de 23 mois d'assaut russe. Pokrovsk a résisté aussi longtemps, au point que le Centre d'analyse des politiques européennes l'a qualifié de ville où Poutine s'est cassé les dents. À Kharkiv, l'Ukraine n'a pas seulement défendu la ville de Kupiansk contre les offensives russes, mais elle a pratiquement repris l'ensemble de cette localité, éliminant des milliers de soldats russes au passage. La Russie a mis des années et subi de nombreux échecs avant de progresser dans ces villes et localités, car l'Ukraine a opposé des défenses inébranlables. Ensuite vient la ceinture de forteresses, 4 villes, plus grandes que les précédentes, prêtes à briser les forces de Poutine comme jamais. Les troupes russes, après des années dans une poêle géante, sont maintenant jetées dans un feu si intense qu'il les consume instantanément. C'est ça, la véritable signification de la ceinture de forteresse pour la Russie. Une machine de mort qui joue déjà un rôle énorme dans l'augmentation du nombre de pertes russes, la lenteur de leur progression et leur taux de pertes au combat.
La Russie a à peine entamé la ceinture de forteresses. Aussi difficile que soit la situation pour Poutine, elle va empirer à Donetsk. L'Ukraine a planifié cela. La désorganisation des forces russes explique en partie l'efficacité de la ceinture de forteresses. Cette désorganisation ne se limite pas aux coupures de Starlink et de Telegram. Dans les mois précédant mars, l'Ukraine a lancé une contre-offensive massive qui lui a permis d'avancer en direction d'Olexandrievka et de Huliaïpol. Ces régions sont importantes car elles peuvent être utilisées par l'Ukraine pour protéger la ville de Zaporijia, qui est une autre des tâches de Poutine, pour 2026. Cependant, l'impact des progrès ukrainiens sur la Russie à Donetsk ne peut pas être ignoré. Poutine doit reprendre le territoire que la Russie a perdu au cours des derniers mois. Pour cela, il a besoin de main-d'œuvre, et cette main-d'œuvre ne provient pas d'un système de recrutement qui n'arrive pas à remplacer les soldats que la Russie perd. Poutine doit retirer des soldats de Donetsk pour les envoyer face à la contre-offensive ukrainienne. Cela contribue à rendre les attaques à Donetsk plus faibles qu'elles ne devraient l'être, d'autant plus que nous savons que la Russie envoie certains de ses éléments d'élite à Olexandrievka et Uliopola. Les meilleurs Russes ne combattent pas à Donetsk, ils meurent ailleurs, tandis que la chair à canon restante y est détruite. Ensuite, il faut intégrer les drones. Les zones létales ukrainiennes, dont celles saturées de drones FPV hors de son territoire, dans l'arrière russe, proche désormais accessible par drones de moyenne portée, sont essentielles à la défense ukrainienne à Donetsk. Les drones sont responsables de plus de morts parmi les forces russes que tout autre type d'armes. En janvier, Politico indiquait que les drones causaient 3 victimes sur 4 sur le front en Ukraine. Pour donner un contexte, cela signifierait que 237 des 316 soldats que la Russie perd pour chaque kilomètre carré gagné à Donetsk sont éliminés par des drones. En janvier, près de 80% des frappes ukrainiennes sur le champ de bataille sont réalisées par des drones. Les monstres métalliques présents dans les airs, sur terre et en mer dévastent les forces russes. Les drones surveillent en continu la ceinture fortifiée. Des yeux dans le ciel surveillant les forces russes qui tentent de s'infiltrer et avancer. Dès que soldats ou matériels sont repérés, des drones FPV les attaquent, tandis que des drones de moyenne portée sèment le chaos à l'arrière russe, postes de commandement, centres d'opérateurs et dépôts de munitions. La Russie n'a aucun répit à Donetsk. Nous assistons à l'effondrement du mythe que Vladimir Poutine veut perpétuer depuis le début de son invasion. Ce mythe existait déjà avant le début de l'invasion. La Russie était censée être une puissance capable de renverser l'Ukraine en quelques jours. Ce mythe a été rapidement dévoilé pour ce qu'il était. Tous les mythes qui ont suivi se sont aussi effondrés face à la défense ukrainienne. Un nouveau mythe affirme que Donetsk va bientôt tomber, au point que la Russie est assez confiante pour exiger le retrait des forces ukrainiennes du Donbass d'ici fin mai. Tout ce que nous avons vu ici montre pourquoi ce mythe a été démonté. La victoire russe à Donetsk est loin d'être certaine. Poutine perd plus de soldats que jamais auparavant, et il subit ces pertes pour de maigres gains territoriaux. Le spectre de la mobilisation plane sur la Russie, mais Poutine ne veut pas mobiliser. Il sait que la mobilisation entraînera un retour de bâton, car les Russes se demanderont pourquoi une victoire censée être facile dure plus de 4 ans et nécessite de rappeler des réservistes réticents. Paliza affirme que la Russie mobilise secrètement depuis un moment. Pour une mobilisation classique, la Russie manque de l'élément qui la rendrait acceptable. La chose la plus importante, à mon avis, c'est une idée qui doit unir la société et justifier la nécessité de telles actions, note Paliza. Cette idée n'existe pas en Russie. Il n'y a pas d'unité. Une population perd plus que prévu au service du désir d'un fou de assurer sa place dans l'histoire avant de mourir. Donetsk est désormais une grande épine dans le pied de Poutine. S'il ne change rien, son échec à prendre cette région marquera son héritage bien après la mort de Poutine, alors que la Russie devra gérer les conséquences d'une guerre déjà très coûteuse. L'offensive du printemps pourrait annoncer la fin de la Russie, non de l'Ukraine. Vous venez d'en voir quelques raisons. Cela devait être le début de l'offensive qui mettrait fin à tout. Enfin, Poutine devait préparer le terrain pour prendre le contrôle du Donbass, mais cela ne s'est pas passé comme Poutine l'avait imaginé. Les Russes paniquent et fuient avant que l'Ukraine ne les rattrape. Des milliers sont morts lors de la journée la plus meurtrière de l'année pour la Russie. Cela hanterait Poutine à jamais s'il avait une âme. L'offensive de printemps débute très mal pour la Russie, uniquement à cause de l'Ukraine. La semaine dernière, les pertes russes ont fortement augmenté. Ce n'est pas un hasard si c'est aussi la semaine où la Russie semble avoir lancé la grande offensive de printemps et d'été, censée aider les forces de Poutine à prendre la ceinture de forteresse de Donetsk.
Ces villes sont essentielles à la Russie pour prendre Donetsk. Au nord se trouvent Sloviansk et Kramatorsk, que l'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW, considère comme une paire de grands centres logistiques. Les forces ukrainiennes combattent à Donetsk. Au sud se trouvent Konstantinievka, Droujkivka et Olekievo-Droujkivka. Ensemble, ces villes forment une ligne fortifiée que l'Ukraine renforce depuis plus de 10 ans. Vladimir Poutine doit faire tomber ces villes s'il veut prendre Donetsk. Le printemps 2026 est censé être le point de départ. Le commandant en chef ukrainien, Alexandre Siersky, a signalé sur Telegram une forte hausse des affrontements le long de ces lignes durant les 4 jours à partir du 17 mars. Au cours des 4 jours de cette semaine, du 17 au 20 mars 2026, l'intensité des actions offensives de l'ennemi a augmenté, a expliqué Alexandre Siersky, avant d'ajouter « L'ennemi a tenté de percer les dispositifs défensifs de nos troupes dans plusieurs directions stratégiques en même temps. De violents combats se sont déroulés sur l'ensemble de la ligne de contact. Au total, l'ennemi a mené 619 actions d'assaut au cours de ces 4 jours. Avec 619 actions d'assaut en 4 jours, soit plus de 150 par jour, on pourrait s'attendre à ce que la Russie ait réalisé des percées majeures. Ce ne fut pas le cas. La Russie n'a pas atteint la plupart, sinon la totalité, des objectifs opérationnels fixés par Poutine à ses soldats. Et pour aggraver la situation pour la Russie, tout ce qui s'est réellement passé pour les forces de Poutine, c'est quelque chose que le président russe n'avait jamais anticipé. Poutine voulait un début glorieux pour l'offensive de printemps. Ce qu'il a obtenu, c'est la journée la plus meurtrière de la guerre en Ukraine pour la Russie en 2026. On pourrait même dire que c'est la semaine la plus meurtrière de l'année pour la Russie. Nous y reviendrons. Le jour qui a vraiment blessé Poutine fut le 17 mars, qui semble avoir marqué le lancement officiel de l'offensive de printemps. Ce jour-là, le Télégraphe rapporte que l'Ukraine a tué ou blessé 1710 soldats russes. La Russie a également perdu énormément de matériel, avec 29 de ses systèmes d'artillerie détruits, ainsi que 230 de ses véhicules et réservoirs de carburant. Le Télégraphe indique qu'une offensive vers Zaporijia a aussi été repoussée. De plus, les forces de système sans pilote ukrainiennes ont connu une journée exceptionnelle. 900 de ces soldats ont été tués ou blessés par les drones ukrainiens. Ces chiffres sont d'autant plus impressionnants qu'ils représentent presque le double des pertes quotidiennes moyennes récemment observées en Ukraine. Comme le note The Independent, la Russie perdait en moyenne entre 700 et 900 soldats par jour, jusqu'au 17 mars. Ensuite, ce chiffre est monté à plus de 1700. Ceci montre clairement que l'offensive de printemps de la Russie a commencé. Ce ne sont pas de nouvelles tactiques ou stratégies qui nous donnent des indices. Le fait que davantage de soldats russes soient envoyés à l'abattoir nous montre que Poutine met en œuvre la seule idée qu'il a pour progresser. Envoyer plus de chair à canon et on obtient plus de morts. Une offensive réussie ne se déroule pas ainsi. Poutine pourrait se consoler en pensant que ce n'était qu'un jour. C'était vraiment une mauvaise journée pour la Russie. Presque tous les soldats russes envoyés contre l'Ukraine sont revenus blessés ou morts. Pourtant, cela aurait dû être le pire pour la Russie, et le sacrifice de tant de pantins de Poutine aurait dû préparer l'avancée décisive nécessaire à l'offensive de printemps. Cela n'est pas arrivé. Selon Siersky, la Russie n'a pas atteint la plupart, sinon la totalité, de ses objectifs opérationnels lors de la première semaine de l'offensive de printemps. Et en ce qui concerne le nombre de morts, il n'a cessé d'augmenter. Entre le 17 et le 19 mars, Siersky révèle que la Russie a perdu un nombre stupéfiant de 4840 soldats qui ont été tués, blessés ou autrement neutralisés. Cela fait presque 5000 soldats de Poutine mis hors de combat en 3 jours. Et cela représente en moyenne un peu plus de 1600 soldats perdus par jour. Le 17 mars a sans doute été le jour le plus meurtrier de l'année pour la Russie, mais les 18 et 19 mars l'ont presque égalé. Siersky ajoute que la Russie a perdu un total de 8710 soldats en une seule semaine face à l'Ukraine, ainsi que d'énormes quantités d'équipements et d'armes militaires. Pour la Russie, le lent dégel hivernal en Ukraine devait être une opportunité. Mais pour les soldats de Poutine, cela n'a apporté que plus de morts, à un niveau inédit en 2026. Le seul réconfort de Poutine, c'est la stabilisation des pertes russes, après ces 3 jours cauchemardesques. Selon TVP World, la Russie perd actuellement environ 1000 de ses soldats par jour, avec des pertes pour les 24 heures précédant le 22 mars, s'élevant à 940 soldats, 3 systèmes de défense aérienne, 3 chars et un hélicoptère militaire, ce qui constitue le 2e hélicoptère que la Russie a perdu entre le 21 et le 22 mars. Donc seulement 1000 par jour maintenant,
Poutine. Si la Russie continue, elle perdra en un an l'équivalent de la plupart des armées modernes. Pour la 3e année consécutive. Moqueries mises à part, ces pertes massives pour la Russie ne sont pas tombées du ciel. L'Ukraine s'est beaucoup préparée à l'offensive de printemps et décime les forces russes à un rythme inattendu pour Poutine. Nous expliquerons comment l'Ukraine y parvient dans quelques minutes. Avant cela, il faut examiner de près l'offensive de printemps russe et ce que Poutine espère accomplir en sacrifiant davantage de soldats dans la guerre en Ukraine. Nous avons déjà mentionné la volonté de Poutine de prendre la ceinture de forteresse de Donetsk, principal objectif opérationnel de la Russie. Rappelez-vous que céder le Donbass, dont Donetsk est le dernier bastion, est l'exigence principale de Poutine lors des négociations de paix avec l'Ukraine. Le dirigeant russe veut ce territoire, essentiel à son récit. Pour lui, l'opération militaire spéciale, censée faire tomber l'Ukraine en quelques jours, doit au moins sembler être un succès. Cependant, la Russie souhaite également poursuivre son avancée plus profondément dans le sud de l'Ukraine, et elle s'était préparée à lancer cette offensive vers la fin de 2025. C'est pourquoi la Russie tentait de progresser sur le front de Zaporijia, lors de sa journée record de pertes, le 17 mars. La Russie doit également encore percer le front de Pokrovsk. Même après avoir quasiment pris Pokrovsk, les forces de Poutine sont stoppées vers Rochina, et leur contrôle sur les localités voisines reste très instable. Faute de percer l'axe de Pokrovsk, l'offensive vers la ceinture de forteresse manque de la force que Poutine juge nécessaire pour avancer réellement. Et c'est ainsi que l'on se retrouve avec des situations comme celle que nous avons vues le 17 mars et les jours suivants. La Russie n'a pas préparé le terrain pour atteindre les objectifs de Poutine lors de l'offensive du printemps et de l'été. L'une des principales raisons est que l'Ukraine a su contrer chaque action de la Russie. Quelles sont ces parades ? Nous allons voir de près ce que l'Ukraine a fait, notamment l'opération majeure qui a bouleversé les plans de Poutine plus tôt cette année. Mais avant d'aller plus loin, voici un petit rappel. Vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton afin de ne manquer aucune de nos vidéos. 3 éléments clés mis en œuvre par l'Ukraine dans sa défense contre l'offensive de printemps russe ont contribué aux lourdes pertes des forces de Poutine, ainsi qu'un facteur majeur marquant le tournant des plans de Poutine. Avant de nous pencher sur l'élément principal, voyons les 3 facteurs ayant causé ces pertes. Le premier point provient directement de Siersky, le Kiev Post indiquant que l'intensité des assauts russes a conduit l'Ukraine à adopter de nouvelles stratégies asymétriques sur le terrain. Siersky ne détaille pas ces tactiques, précisant seulement que les troupes ukrainiennes reprennent l'initiative et continuent de regagner des positions. On peut supposer que le commandant en chef de l'Ukraine évoque les tactiques récentes de recherche et destruction utilisées pour traquer les infiltrés russes cherchant à établir des défenses en Ukraine. Nous avons vu cette stratégie dominer quand l'Ukraine a réfuté les affirmations de Poutine sur l'occupation de Kupiansk par la Russie fin 2025 et début 2026. L'Ukraine a contesté cette affirmation, la qualifiant de fausse, et a utilisé des unités de recherche et de destruction pour le prouver. Ces unités ont été créées pour contrer la stratégie russe d'infiltration, qui consiste à faire entrer discrètement quelques soldats dans une position ukrainienne, pour qu'ils s'y retranchent en attendant des renforts. La tactique a fonctionné pendant un certain temps, car elle a semé la confusion chez les Ukrainiens derrière les lignes de combat. Grâce à ses escouades de recherche et de destruction, l'Ukraine a riposté. Elle affronte les petites unités russes avec ses propres escouades, travaillant avec les opérateurs de drones pour repérer les infiltrés. Une fois repérés, ces infiltrés sont isolés, éliminés, et les maigres positions que la Russie prétendait tenir sur le territoire ukrainien s'effondrent. Ces groupes de recherche et de destruction auraient joué un rôle dans la principale action que l'Ukraine a menée pour briser l'offensive du printemps, avant même qu'elle ne commence. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et nous vous en dirons plus. L'Ukraine a adopté une stratégie efficace avec ses unités de recherche et de destruction, mais ce ne sont pas les seules armes utilisées pour infliger de lourdes pertes à la Russie depuis le 17 mars. La stratégie de frappe en profondeur de l'Ukraine a été déterminante, le pays ayant intensifié ses attaques contre la Russie, sur son sol et dans les zones occupées, en 2026. Nous avons vu un exemple parfait de cette intensification à l'œuvre le 9 mars, lorsque l'Ukraine a lancé un nombre record de 754 drones contre les positions russes en une seule journée. Militani rapporte que le ministère russe de la Défense affirme avoir détruit 621 de ces drones.
Mais cela signifie tout de même que plus de 100 d'entre eux ont dû atteindre leur cible dans des régions allant de la Crimée occupée et des oblasts frontaliers de Briansk et Belgorod jusqu'à suffisamment loin, à l'intérieur de la Russie, pour s'approcher de Moscou. Ces chiffres semblent refléter l'ampleur des attaques de drones russes sur les villes et infrastructures ukrainiennes. Ils correspondent à cette échelle. L'Ukraine a renforcé sa stratégie de drones longue portée, atteignant la parité avec la Russie pour les frappes en profondeur. Forbes souligne que les attaques à longue portée de l'Ukraine vont plus loin que jamais. L'essor du drone missile hybride Flamingo a placé l'Ukraine dans une position où elle peut déchaîner une puissance de feu énorme contre des cibles situées en plein cœur de la Russie. Comme cela a été le cas le 20 février, lorsque l'Ukraine a envoyé un Flamingo en direction d'une usine de missiles russes à Votkinsk, qui se trouve à 1400 km, soit près de 870 miles, de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Quel lien avec l'échec de l'offensive de printemps russe et ses lourdes pertes? Tout cela tient à l'objectif des frappes en profondeur ukrainiennes. Chaque attaque que l'Ukraine lance contre le territoire russe dans les régions occupées de l'Ukraine a pour objectif unique d'affaiblir la machine de guerre russe. À Votkinsk, détruire une usine de missiles prive la Russie de projectiles pour attaquer l'Ukraine. Cela signifie qu'à son tour, que la Russie ne peut pas attaquer autant de cibles en profondeur en Ukraine, ce qui permet également à l'Ukraine de concentrer davantage ses efforts sur la riposte aux assauts russes sur la ligne de front. Cela se répète sans cesse avec la stratégie de frappe en profondeur. Par exemple, lorsque l'Ukraine détruit les défenses aériennes dans les territoires occupés, cela ouvre des opportunités pour frapper les centres de commandement et de contrôle, les rassemblements de troupes et les nœuds logistiques, ce qui affaiblit la Russie sur le front et rend ses troupes vulnérables lorsqu'elles tentent des assauts. L'Ukraine mine la Russie de l'intérieur, ce qui affecte l'offensive de printemps de Poutine. En restant sur le sujet des drones, nous arrivons au troisième point que nous avons mentionné plus tôt, à savoir que l'Ukraine a déployé des hordes de drones FPV sur tout son territoire, créant de vastes zones de destruction que les forces d'assaut russes doivent traverser. Plus tôt, nous vous avons dit que 900 des plus de 1700 pertes subies par la Russie le 17 mars étaient dues aux attaques des forces ukrainiennes spécialisées dans les systèmes sans pilote. Le déploiement massif des drones FPV explique ce chiffre élevé. L'Ukraine a la capacité de produire jusqu'à 10 millions de drones par an depuis au moins l'été 2025. Même si elle n'atteint pas encore ces chiffres, faute d'investissements suffisants, la production de drones FPV est déjà telle que ces armes sont devenues la principale inquiétude des forces russes, chaque fois qu'elles tentent d'avancer. L'Ukraine dispose désormais d'un tel nombre de drones FPV que son approvisionnement en drones dépasse le nombre d'opérateurs dans son armée. Ce n'est pas un problème, car l'Ukraine a prouvé sa grande compétence à former des opérateurs. Le stock de drones est déjà là, et la Russie en subira encore davantage les effets, compliquant la tâche de ses soldats au printemps et en été, à mesure que les opérateurs seront formés. Les drones FPV ukrainiens réalisent aussi des frappes majeures, dépassant l'élimination de simples soldats. Le 20 mars, Euromaidan Press a rapporté qu'un drone FPV avait abattu l'un des hélicoptères Kaya-52 russes. L'Ukraine a poursuivi l'attaque en envoyant plus de drones FPV contre l'équipage des hélicoptères, provoquant leur élimination. Voilà ce que les forces de Poutine affrontent sur toute la ligne de front. Des dizaines de milliers de drones FPV et de reconnaissance bourdonnent en permanence au-dessus de chaque région où la Russie veut avancer. Dès qu'un soldat ou un équipement est repéré, les drones descendent et détruisent. En associant drones FPV et drones de frappe intermédiaire pour frapper l'arrière proche russe, l'Ukraine a créé des zones de destruction couvrant près de 160 km. Est-il surprenant que tant de soldats russes soient décimés en traversant des zones remplies de drones avant même d'atteindre une position d'assaut ? Enfin, nous arrivons à l'élément majeur que nous avons mentionné plus tôt. C'est cette chose, peut-être plus que toute autre, qui a porté un coup impensable à la Russie, au point de paralyser l'offensive du printemps et d'entraîner les pertes que nous constatons aujourd'hui. Il s'agit tout simplement de la contre-offensive ukrainienne dans le sud. Début février, l'Ukraine a ravagé les positions russes au sud et sud-est, éliminant les groupes d'infiltration avec des tactiques de recherche et destruction évoquées précédemment. Au 3 mars, le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirmait que ses forces avaient repris 460 km², soit environ 177 miles², à la Russie. Il s'agit de la plus grande contre-offensive lancée par l'Ukraine depuis 2023, et cela a été rendu possible en partie parce que les forces russes ont été privées de leur accès aux terminaux Starlink illicites, qui leur permettaient de communiquer sur les lignes de front. Cette contre-offensive est importante dans le contexte de l'offensive de printemps russe, qui échoue pour deux raisons.
Poutine voulait d'abord établir une zone tampon dans la région de Dnipropetrovsk au sud. Cette zone tampon aurait dû permettre à la Russie d'empêcher l'Ukraine d'envoyer des troupes par cet accès pour soutenir ses soldats dans les régions de Zaporijia et de Donetsk, ce qui aurait permis à la Russie d'attaquer ces deux régions avec plus de force. Ce plan est terminé pour l'instant. L'Ukraine contrôle la zone tampon et peut soutenir militairement et logistiquement d'autres régions du pays. La progression russe vers Zaporijia a été fortement perturbée par la destruction de la zone tampon. L'Ukraine ayant contrarié ses plans et mis la Russie dans l'impasse, un second problème se pose, comme évoqué précédemment. Le problème est que la Russie doit s'affaiblir pour riposter à l'offensive ukrainienne. Les réserves prévues pour Donetsk et Zaporijia doivent désormais aller plus au sud. L'ISW a rapporté le 19 mars que la contre-offensive a laissé la Russie essentiellement bloquée, car elle n'a plus la capacité de lancer une offensive complète sur la ville de Zaporijia, tout en essayant de capturer Orokiv, qui se trouve dans l'ouest de Zaporijia. Et elle n'a tout simplement pas les réserves dont elle a besoin, parce que la contre-offensive ukrainienne épuise ses réserves. Au lieu de laisser la Russie établir une zone tampon, l'Ukraine a lancé une contre-offensive sur deux flancs, isolant les forces russes que Poutine pensait sécuriser, et ruinant ses plans d'offensive de printemps. C'est pourquoi tant de soldats russes sont éliminés actuellement. Les bases de l'offensive que la Russie avait posées vers la fin de 2025 se sont écroulées. Avec la perte de Starlink, les commandants russes paniquent. Ils ne peuvent qu'ordonner à des forces affaiblies d'attaquer l'Ukraine, toute autre option contredisant les ordres de Poutine d'avancer à tout prix. Et les commandants russes n'oseront sûrement pas dire non au Kremlin. Donc, on obtient ce que nous avons vu la semaine dernière, un nombre record d'éliminations pour l'année 2026, enregistré le 17 mars. Une semaine où la Russie a perdu plus de 8000 soldats lors d'une offensive de printemps sans avancée. Cela prépare le terrain pour ce qui va arriver dans les prochains mois. L'offensive russe de 2026 sera encore moins réussie que l'offensive de l'été 2025, qui n'a atteint pratiquement aucun de ses objectifs opérationnels. Quelque chose vient de céder dans l'armée de Poutine. Ces soldats désertent en masse, après avoir été soumis à une armée qui est dans un état pire que jamais dans toute son histoire. Une présence sombre plane désormais sur ces soldats, une présence qui sape leur morale et détruit leur âme, leur volant toute volonté de se battre qu'ils auraient pu avoir autrefois. Et la situation va empirer, car l'Ukraine se prépare à enfoncer le couteau dans la plaie, en transformant le champ de bataille en un véritable enfer, alors que la Russie désespère de plus en plus. Voici la chose la plus choquante. Ce n'est pas l'Ukraine qui détruit l'armée russe, mais la Russie elle-même. Nous vous emmenons dans la ville assiégée de Tchazivyar. Située dans la région de Donetsk, Tchazivyar est un lieu stratégiquement important, en raison de son élévation. Cette élévation permet de tirer de l'artillerie sur les environs, d'améliorer la surveillance du champ de bataille, et de mieux contrôler les drones FPV. La Russie veut Tchazivyar à tout prix, allant jusqu'à revendiquer faussement sa prise pour tenter de remonter le moral de ses soldats envoyés à la mort en essayant de capturer la ville. Mais Tchazivyar reste largement aux mains des Ukrainiens, et les soldats russes, sur place, sèment un chaos particulier dans leur propre armée, lassés de la sombre présence qui pèse sur eux. Il ne s'agit pas des drones ukrainiens, bien qu'ils restent un facteur. C'est bien plus primitif. Ces soldats en ont été privés, mais ils en ont besoin pour survivre, avant même de faire la guerre. Nous savons tous ce que c'est. La nourriture et l'eau, essentielles à la vie. Et la Russie ne fournit ni l'un ni l'autre aux soldats chargés de capturer ce que la Russie elle-même considère comme l'une des villes les plus importantes de la guerre. Dans un rapport du 16 février, Ukraine Today met en avant les commentaires faits par l'officier de presse de la 24e brigade mécanisée séparée du roi Daniel, Konstantin Melnikov. Il affirme que la Russie vise toujours la percée à Tchazivyar, mais cherche à atteindre cet objectif tout en maintenant ses soldats sous une terrible pression. Leur commandement refuse de leur envoyer par drone des provisions, des munitions ou même de l'eau. Les soldats restent donc des semaines, parfois plus, cachés sans nourriture ni eau. C'est la dernière stratégie de la Russie, qui tue les forces de Poutine. L'idée est d'envoyer de petites unités d'infiltration, parfois composées de seulement 2 ou 3 soldats, derrière les lignes de front, afin qu'elles puissent s'installer à l'arrière des positions ukrainiennes. Ces soldats ne sont pas là pour combattre. En dehors de quelques embuscades opportunistes, ils doivent simplement s'installer et espérer que des renforts arriveront, sous la forme de plus de soldats, et peut-être même de quelques blindés, qui élargiront la petite brèche qu'ils ont créée dans les défenses ukrainiennes. C'est une stratégie suffisamment efficace pour permettre à la Russie de faire de fausses déclarations de prise de territoire à des fins de propagande.
Mais c'est aussi une stratégie qui repose sur le fait que les infiltrés restent en place pendant des jours, voire souvent des semaines. Et pour que cela fonctionne, ces soldats ont peut-être simplement besoin du strict nécessaire dont tout être humain a besoin pour survivre, même lorsque les drones ne bourdonnent pas constamment au-dessus de leur tête. La Russie prive ses soldats de ces éléments essentiels, ce qui a un impact selon Melnikov. Certains se rendent à bout de force. Nos troupes capturent parfois l'ennemi lors de contre-offensives. La 24e brigade à elle seule a capturé 8 soldats russes affamés dans la semaine précédant le 16 février, en plus d'en avoir tué 60 et blessé 40 autres, rapporte Ukraine Today. C'est révélateur quand l'ennemi principal des soldats russes n'est plus l'Ukraine, mais l'indifférence de leur propre pays. Ceux qui ont observé, en Ukraine ou en Russie, ne devraient pas être surpris du peu de considération de Poutine pour ceux qu'il charge de réaliser ses objectifs de guerre. Ce manque d'attention se retourne contre le dirigeant russe, comme vous le verrez en continuant à regarder. Ce n'est pas nouveau pour la Russie. Le manque de nourriture, d'eau et de fournitures est une caractéristique, non un défaut. Quelques semaines avant le reportage d'Ukraine Today, la principale direction du renseignement ukrainien, GUR, a diffusé sur YouTube un enregistrement où un soldat russe décrivait les conditions que son propre pays lui imposait. Le soldat a dit que son uniforme flottait sur lui comme s'il était sur un cintre. Pourquoi la malnutrition ? « Nous ne mangeons, ni ne buvons. Si je me tournais, tu ne me verrais même pas, a dit le soldat, expliquant que la nourriture n'était presque plus livrée à son unité. Voici l'armée russe au XXIe siècle. Étonnamment, ce soldat n'aurait pas forcément une vie meilleure chez lui. Comme l'a rapporté Medusa en novembre dernier, environ un habitant sur 9 en Russie n'a pas accès à de l'eau potable. Et cela, même si la Russie détient parmi les plus grandes réserves d'eau douce mondiales. Même un programme de 2,5 milliards de dollars visant à exploiter ces réserves n'a pas aidé. C'est probablement parce que la Russie doit dépenser bien plus que cela pour aider sa population, et Poutine préfère consacrer plus d'argent à son invasion en échec. La Russie ne prend même pas la peine d'assurer correctement l'approvisionnement en eau pour un neuvième de sa population. Pour vous donner une idée, la population de la Russie est d'environ 143,5 millions d'habitants, ce qui signifie qu'environ 16 millions de ses citoyens n'ont pas accès à de l'eau potable. Pourquoi Poutine fournirait-il nourriture et eau au front, alors qu'il ne résout pas les graves problèmes de son pays ? Les soldats russes qui tentent d'occuper l'Ukraine se poseront cette question en réalisant que leur propre pays est la sombre menace qui plane au-dessus de leur tête. Cette présence ne se contente plus de planer. Elle a englouti les soldats russes, comme le montre le fait que Poutine et ses acolytes ne refusent pas seulement de fournir de la nourriture et de l'eau. Même l'équipement de base nécessaire à une attaque d'infanterie manque. En novembre, le Télégraphe a révélé que de nombreux soldats attaquant vers Liman, à Donetsk, étaient envoyés sans casque ni gilet pare-balles. C'est une tendance récente, avait alors déclaré Igor Komok, commandant adjoint du 2e bataillon mécanisé d'Ukraine. Il a aussi révélé que seuls 4 des 20 derniers groupes d'assaut à Liman avaient des casques à ce moment-là. Pour ceux qui suivent à la maison, 80% de ces groupes d'assaut russes n'ont pas l'un des équipements militaires de base qu'ils devraient avoir. Certains soldats russes sont encore moins chanceux. Selon The Express en décembre, la Russie ne fournit même pas de chaussettes ni de sous-vêtements à certains soldats, et cela ne provient pas d'Ukraine. Elle a été faite par un blogueur militaire russe nommé Yuri Podoliaka, qui a déclaré « Ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que, et je ne comprends vraiment pas comment, mais après 3 ans et demi de guerre, est-ce qu'on n'est vraiment pas capable de fournir de façon centralisée des chaussettes et des sous-vêtements à notre armée ?» Rappelez-vous que Podoliaka sert principalement le Kremlin. Né en Ukraine, il est devenu un acteur clé de la désinformation menée par la Russie contre ce pays. S'il montre à quel point l'approvisionnement est mauvais pour les forces de Poutine, alors la situation est vraiment critique. Cette indifférence semble indiquer que plusieurs soldats russes découvrent des traces marron dans leurs pantalons, alors qu'ils n'ont même pas de sous-vêtements. Il est difficile d'avoir de telles traces quand on n'est même pas nourri. Ce que nous voyons dans tout cela, c'est une recette pour la destruction massive des soldats russes dont l'Ukraine profite pleinement, comme vous le verrez si vous restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. C'est aussi une recette pour la reddition de nombreux soldats, comme l'a suggéré Melnikov à propos de Chaziviar. Environ 8 prisonniers capturés par l'Ukraine en une semaine s'ajoutent au nombre record de soldats russes brandissant le drapeau blanc, qui semble être leur seul équipement restant. Comme l'a rapporté le média United 44, à la fin de 2025, plus de 10 000 soldats russes ont été faits prisonniers par l'Ukraine depuis que Poutine a lancé son invasion. Ce chiffre, qui provient du quartier général de coordination ukrainien pour le traitement des prisonniers de guerre, ne révèle pas tout.
Selon ce groupe, 2025 a enregistré le plus grand nombre de redditions depuis le début de la guerre. En moyenne, entre 60 et 90 soldats russes se rendent aux Ukrainiens chaque semaine, et il y a même eu un pic de 350 soldats qui se sont rendus en une seule semaine en août 2024. L'Ukraine capture plus de soldats russes que la Russie ne capture de soldats ukrainiens depuis juin 2023, une tendance que le Kremlin n'a aucune chance d'inverser. La raison en est que le Kremlin et sa sombre influence donnent aux déserteurs russes de nombreuses raisons de se laisser capturer. Beaucoup de ces soldats étaient des personnes qui ne voulaient pas se battre de toute façon, mais qui ont été attirés par des contrats très rémunérateurs. Maintenant, ils arrivent sur le front sans nourriture, eau, casque, armure ni chaussettes, et Poutine s'attend malgré tout à ce qu'ils combattent. Bien sûr qu'ils vont se rendre. Et plutôt que de régler les problèmes qui ont conduit à ce que cette version de l'armée russe soit une honte, tout ce que la Russie semble prête à faire, c'est de punir les soldats qui veulent se rendre et qu'elle attrape. Le média United 24 ont rapporté que certains soldats ayant tenté de se rendre à la 24e brigade à Chaziviar ont été abattus. Pas par l'Ukraine, mais par des drones FPV russes, qui les ont visés, alors que les opérateurs voyaient leurs camarades marcher bras levés en signe de reddition. C'est le chaos. L'armée russe se détruit sous les exigences implacables de Poutine. Comme vous le verrez bientôt, la destruction insensée de son peuple, due au manque d'approvisionnement et au désir de Poutine de croire à une Russie toute puissante, le pousse à des choix désespérés. Avant d'aller plus loin, vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal. À quoi ressemble aujourd'hui le désespoir de Poutine ? Nous avons beaucoup appris du ministre britannique de la Défense, John Healey, qui s'est exprimé en marge de la conférence de Munich sur la sécurité, selon un rapport du 16 février de United 24 Media. Healey dit que la Russie, en manque de soldats pour son armée affaiblie, cherche désormais plus loin pour recruter. Elle n'a pas le choix. Les nouvelles finissent toujours par revenir, malgré les efforts de Poutine, et les soldats au front qui dénoncent le manque de soutien de la Russie affectent clairement le recrutement. La Russie perd désormais plus de soldats qu'elle ne peut en mobiliser. En janvier, la Russie a recruté 9000 soldats de moins qu'elle n'en a perdu face à l'Ukraine, ce qui prouve encore davantage que Poutine a de sérieux problèmes chez lui pour trouver des gens qu'il peut soudoyer, tromper ou persuader de se battre pour lui. Rien de tout cela ne devrait surprendre vu ce que nous savons déjà. Envoyer des soldats affamés et assoiffés sans casque ni chaussettes au combat donne des troupes gelées, inefficaces et faciles cibles pour les drones ukrainiens. La dépendance envers les soldats étrangers est désormais si massive, dit Healey, qu'au moins 17 000 soldats venus de Corée du Nord combattent actuellement pour la Russie en Ukraine. Selon Healey à Munich, ces soldats, comme de nombreuses autres troupes étrangères de la Russie, sont souvent recrutés sous de faux prétextes et enrôlés de force sans forcément se rendre compte qu'ils sont destinés au hachoir à viande russe sur le front ukrainien. Bloomberg a aussi couvert la conférence, indiquant que le ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov, a affirmé que le recrutement russe est si mauvais que ce n'est pas seulement en janvier que le pays a été en dessous de ses objectifs. En 2 mois, l'Ukraine a éliminé plus de soldats que la Russie n'en recrute. La Russie ne tente pas seulement de tromper les soldats nord-coréens pour les envoyer mourir en Ukraine. Des milliers de personnes affluent de pays comme le Pakistan, l'Inde, le Nigeria, le Sénégal et Cuba, rapporte Bloomberg. Beaucoup subissent les mêmes mensonges et tromperies que le contingent nord-coréen de la Russie. Le Kremlin promet probablement des visas de travail et une possible citoyenneté pour recruter ces soi-disant soldats, qui sont en réalité des personnes venues en Russie, espérant y construire une nouvelle vie. Au lieu de cela, Poutine les rassemble et les envoie en Ukraine pour mourir aux côtés du nombre décroissant de véritables Russes présents dans l'armée du pays. CNN et France 24 ont tous deux rapporté ce phénomène de combattants étrangers. CNN avait une longueur d'avance. En novembre dernier, la chaîne révélait que la Russie recrutait par tromperie et corruption des étrangers pour combattre en Ukraine. Les chiffres rapportés étaient relativement faibles, puisqu'il a été indiqué qu'il y avait la preuve de 200 étrangers originaires de 37 pays qui combattaient. Mais cette preuve vient de soldats capturés par l'Ukraine, donc il n'est pas exagéré de dire que des milliers, voire des dizaines de milliers de non-russes combattent dans une guerre russe que le peuple russe ne veut plus. La référence à 37 pays montre aussi que la poignée évoquée n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Le Kenya, le Népal, le Tadjikistan et d'autres ont aussi involontairement alimenté la guerre de Poutine. En Afrique du Sud, une enquête était en cours en novembre, après que les autorités du pays ont reçu des appels de détresse de 17 hommes qui s'étaient retrouvés,
d'une manière ou d'une autre, à combattre dans la région du Donbass, après être partis en Russie. France 24 ajoute à tout cela, en notant que le tristement célèbre groupe de mercenaires Wagner a joué un rôle important pour contraindre ces combattants étrangers à se rendre en Ukraine. Elle rapporte qu'elle détient la preuve qu'environ 1500 personnes ont été envoyées en Ukraine depuis 35 pays différents, dont beaucoup se trouvent sur le continent africain où Wagner opère. Plus de 300 de ces combattants étrangers sont déjà morts. Et les chiffres réels dans les deux cas sont probablement bien plus élevés, car la Russie est allée jusqu'à créer une agence de voyage frauduleuse qu'elle utilise dans le cadre de son stratagème trompeur pour faire venir des combattants étrangers en Ukraine. Par combattant, nous entendons chair à canon. Si vous voulez du chaos en première ligne, c'est comme ça qu'on l'obtient. Imaginez le cauchemar que vivent ces soldats étrangers ignorants de la situation. Déjà terrifiés en Ukraine, ils sont envoyés à la mort par leur commandant et ne peuvent communiquer avec leurs camarades. Les barrières linguistiques à elles seules feraient que les instructions les plus complexes qu'un commandant insensible pourrait donner se résumeraient à pointer dans une direction, condamnant ainsi le soldat à la mort qu'il attend à mesure qu'il s'approche d'une position ukrainienne. Si les soldats russes manquent de nourriture, d'eau et d'équipement, il est peu probable que ces combattants étrangers aient accès à ces luxes. C'est le désespoir de Poutine. Il construit une armée qu'il ne peut pas commander pour remplacer une armée qu'il a passé 4 ans à maltraiter jusqu'à la réduire à un état de chaos total. Comme dit plus tôt dans la vidéo, l'Ukraine en profite naturellement. Elle le fait en créant des zones de tir mortelles que les troupes russes terrifiées, qu'elles soient étrangères ou non, doivent traverser avant même d'avoir une chance de prendre d'assaut les fortifications ukrainiennes. Les lignes de combat en Ukraine sont actuellement loin d'être traditionnelles. Dans certaines zones de la ligne de front, les zones de tir mortelles s'étendent sur 20 km, soit environ 12,4 miles de terrain, terrifiant, infesté de drones et de défenses. C'est dans cet enfer que la Russie envoie ses soldats, et il n'est pas nécessaire d'être un génie pour voir que l'inévitable est en train de se produire. Autrefois, la Russie perdait 6 soldats pour chaque perte ukrainienne, un écart déjà important. Désormais, elle en perd jusqu'à 25 soldats pour chaque perte ukrainienne dans certaines zones du front. Poutine et sa sombre présence ont créé les conditions du chaos, et les soldats russes récoltent les fruits de l'incompétence totale de leurs dirigeants. Ces zones de destruction ont presque fait disparaître la tactique favorite de la Russie, les assauts mécanisés de masse, selon Euromaidan Press en décembre. Déjà, la Russie avait du mal à maintenir ses assauts, faute de blindés, mais les zones de destruction rendent tout char ou blindé entrant pratiquement certain d'être détruit par un drone ukrainien, après avoir été piégé par des mines, fossés et dents de dragon. La Russie dépend donc davantage de petits assauts de chair à canon, des petites équipes d'infiltrateurs, envoyés sans équipement ni ravitaillement comme à Chassivyar, doivent traverser des zones de destruction, une tâche presque impossible. Les rares qui réussissent d'une manière ou d'une autre remportent le grand prix, s'asseoir et attendre que les soldats et les drones ukrainiens les traquent et les tuent. Et tuer, c'est ce que font ces drones. Environ 30 000 soldats russes sont morts en janvier. Un chiffre stupéfiant de 35 000 ont été éliminés le mois précédent, tous par les drones ukrainiens. L'Ukraine vise désormais à faire 50 000 morts parmi les forces russes occupantes chaque mois d'ici la fin de 2026. Et le chaos total dans lequel Vladimir Poutine a plongé son armée rend très probable l'atteinte de cet objectif. La situation déjà terrible pour les soldats que la Russie envoie de force au front va empirer. La présence sinistre de la Russie ne va pas disparaître. Cela ruinera toute chance pour Poutine d'être vu comme le conquérant glorieux qu'il veut devenir. L'avenir est sombre pour la Russie, et cet avenir dépasse largement le cadre militaire du pays. Le pays est en train de perdre son identité, car les terribles tactiques de Poutine détruisent toute une génération de personnes dont la Russie a besoin pour assurer son avenir. Une crise démographique due au chaos de Poutine se profile. Découvrez tout dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à The Military Show, alors que nous suivons jour après jour la descente de la Russie vers l'échec total. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.